Hop, voilà. Alors, aujourd'hui, un petit diapo sur le trouble développemental de la coordination. On va essayer un tout petit peu de survoler entre déjà qu'est-ce que c'est ce trouble, l'évolution un petit peu terminologique de ce dernier, voir un petit peu les critères diagnostiques et quelques modalités de prise en charge, du moins les méthodes rééducatives qui sont aujourd'hui validées pour accompagner les enfants, les ados et les adultes qui souffrent de ce trouble. Je prendrai appui sur plusieurs choses. La première, c'est sur les recommandations INSERM. Donc, l'INSERM a sorti une synthèse d'expertise en 2019 où ils ont regroupé en fait l'ensemble des recommandations pour ce trouble, que ce soit au niveau diagnostic et que ce soit au niveau de l'accompagnement psychomoteur et des autres ergothérapeutiques aussi. Et pour les médecins, quelle est la marche à suivre pour ce trouble. Je m'appuierai aussi sur la formation et je suis obligé, je me dois de les citer, c'est celle de Toulouse. Il y a une formation rééducation psychomotrice du trouble développemental de la coordination qui est proposée par l'IFP de Toulouse et il propose en fait les différentes méthodes rééducatives pour ce trouble. Voilà, on va voir vite fait une introduction, l'évolution terminologique, les critères, la clinique du TDC, la démarche diagnostique, et puis après, si on a le temps ou rapidement, les différentes méthodes qui permettent d'accompagner ce trouble et qui sont validées par la communauté scientifique. Si vous ne m'entendez pas, vous me dites, en fait, je ne sais même pas si on m'entend. On m'entend bien. Un petit oui, peut-être, par... Fort et clair, magnifique. Super, merci. Donc voilà, ça c'est vraiment les sources sur lesquelles je m'appuierai, notamment la synthèse de l'INSERM qui est disponible gratuitement sur Internet. Il y a une version complète. Merci Robert, alias Robez. Voilà, une version complète et il y a une synthèse aussi, mais une synthèse bien complète quand même, qui est disponible vraiment gratuitement sur Internet, donc c'est vachement intéressant à y aller. Et je m'appuierai aussi bien sûr sur les critères diagnostiques du DSM. Il y a aussi des critères diagnostiques au niveau de la CIN. Et voilà. Hop. Alors, on commence vite fait par en fait, décrire ce que c'est une coordination. Une coordination, ça correspond à un ensemble, c'est mettre ensemble en fait en harmonie un ensemble d'éléments d'un système. Ça correspond à l'utilisation de différentes parties du corps dans un but donné, c'est-à-dire pour une action finalisée. Donc, il y a vraiment le fait qu'une coordination, c'est dans un objectif donné, et c'est extrêmement important, parce que c'est vraiment ce qui va définir la coordination. Au niveau cérébral, en fait, la coordination, c'est vraiment lié au programme moteur qu'on aura engrammé et qu'on aura enregistré. En fait, il faut voir un mouvement nouveau, comme par exemple, quand on apprend à conduire, on va apprendre petit à petit à conduire et progressivement, cette praxis, donc cette coordination de la conduite, on va en faire comme un programme moteur qu'on va stocker en majeure partie au niveau du cervelet et qu'on va pouvoir utiliser quand on en aura besoin pour réaliser cet acte moteur. Le permettre d'automatiser un mouvement, c'est-à-dire d'en créer une coordination, ça a comme objectif de le faire de manière automatique et donc de libérer de la charge mentale, libérer de la charge cognitive. Et c'est pour cette raison que toutes les praxis qu'on a apprises, toutes les coordinations motrices qui ont été apprises, comme par exemple des gens qui vont jongler, des personnes qui vont faire du travail répétitif, ou que ce soit la marche, on va la réaliser de manière vraiment automatique, comme l'écriture aussi, et on peut faire une deuxième chose à la fois. Par exemple, on peut écrire un texto et parler, on peut marcher et parler, on peut conduire, écouter la radio. Ça, c'est parce que vraiment, on a automatisé une tâche, donc on a créé une coordination motrice d'une action spécifique. Voilà. Et quand on apprend un nouveau mouvement, eh bien, c'est trop difficile de faire deux choses en même temps parce que justement, on n'a pas rendu ce mouvement automatique. Et donc, il faut le répéter justement pour en créer un programme moteur généralisé, ce qu'on appelle un PMG, et qui sera stocké au niveau du cervelet.
Le TDC, on verra en fait qu'il y a différentes terminologies qui sont sorties. On a entendu parler de troubles d'acquisition de la coordination, de dyspraxie de développement. Aujourd'hui, de manière consensuelle, on utilise le terme trouble développemental de la coordination, qui est la dernière terminologie du DSM-5, qui est recommandée d'être utilisée par l'INSERM, et pour lequel l'INSERM dit bien que la dyspraxie de développement, c'est le synonyme, ça a la même signification que trouble développemental de la coordination. Hein, voilà, donc on ne parle pas de dyspraxie, dyspraxie tout court, parce que dyspraxie tout court, c'est vraiment un symptôme. Il y a des dyspraxies idéomotrices, des dyspraxies idéatoires, visio-constructives, visio-spatiales. Et ça, ce sont vraiment des symptômes, alors que dyspraxie développement, c'est vraiment un syndrome. Et donc, c'est le synonyme de trouble développemental de la coordination. Mais il faut vraiment privilégier ce terme de TDC, qui est aujourd'hui le terme actualisé. C'est un trouble psychomoteur par définition. Hein. C'est également un trouble neurodéveloppemental, donc il y a vraiment une cause neurodéveloppementale, c'est-à-dire que c'est un trouble qu'on va voir apparaître durant le développement de l'enfant. Ce n'est pas un trouble qui peut apparaître, survenir à l'âge adulte. Il peut peut-être se manifester plus à l'âge adulte, mais en tout cas, il y a vraiment des causes neurodéveloppementales, donc ce sont des éléments qu'on va chercher pendant la période de l'enfance. C'est un trouble qui est fréquent. Et c'est un trouble qui se manifeste principalement dans les habiletés gestuelles, et ça se traduit par des difficultés d'apprentissage, notamment quand on va apprendre une nouvelle tâche motrice. On va voir que ce sont des patients qui auront des difficultés à apprendre une nouvelle coordination et qui vont mettre plus de temps que les enfants ou que les personnes de même âge sur une activité donnée. Et bien sûr, son accompagnement, ça nécessite de bien connaître ce trouble et de bien connaître les méthodes rééducatives qui sont conseillées. L'évolution terminologique, on va voir après. Ça, typiquement, on ne va pas y passer longtemps, c'est juste pour dire qu'en fonction de l'âge de l'enfant, en fonction vraiment de son âge, on va avoir des points d'appel assez spécifiques. Par exemple, pendant la petite enfance, on va vraiment avoir des points d'appel au niveau de l'habillage, de l'utilisation de couverts, alors que plus grand, un tout petit peu plus grand, ça va être vraiment des plaintes au niveau de l'écriture. Donc, il y a vraiment des points d'appel assez spécifiques qui sont regroupés par certains auteurs. 5 à 6% des enfants âgés de 5 à 11 ans, donc c'est vraiment un trouble fréquent en fait, avec un sexe ratio qui n'est pas préservé, c'est-à-dire qu'il y a plus, là, il y a plus de garçons. Il y a entre 2, ça dépend des études, mais entre 2 et 7 garçons pour une fille pour ce trouble. Et bien sûr, comme beaucoup de troubles neurodéveloppementaux, une comorbidité, il y a beaucoup de comorbidités, notamment avec d'autres troubles des apprentissages, d'autres troubles neurodéveloppementaux, notamment le TDAH, les troubles spécifiques du langage oral à écrit. Je sais pas, il y a un diapo après qui va regrouper un petit peu les différents troubles qui sont comorbides, souvent avec le TDC. On verra, mais dans le TDC, en fait, c'est assez rare, enfin rare. Il y a peu de TDC pur, il y a souvent associé au TDC une autre comorbidité. D'ailleurs, en parlant de comorbidité, la dysgraphie, qui est très, très, très souvent comorbide au TDC, avec entre 50 et 90% des enfants TDC qui présentent également une dysgraphie, avec des aspects spatiaux assez spécifiques. C'est-à-dire que, par exemple, chez le TDAH, on va souvent également retrouver des dysgraphies, mais avec des marqueurs assez spécifiques, comme par exemple beaucoup de ratures, beaucoup d'oublis, beaucoup des oublis, des sauts de lignes, etc. Alors que chez le TDC, on verra, ce sont vraiment des marqueurs spatiaux et calligraphiques qui sont défaillants. Il y a une petite image après qui le relève. Donc voilà, une taille des lettres assez grande, donc ça c'est vraiment typique des enfants TDC qui ont une dysgraphie. On va retrouver une écriture, une macrographie, un espace anormal entre les mots, une écriture qui n'est pas droite, un critère, vous savez, le critère écriture chaotique au niveau du BHK qui est souvent très, très fort coté, et une difficulté dans les aspects rythmiques. Voilà, c'est typiquement un exemple, une différence entre un enfant qui a un TDC associé ou un TDAH. On voit chez TDAH, c'est beaucoup de ratures, beaucoup d'éléments liés au caractère impulsif, alors que chez le TDC, c'est vraiment des marqueurs spécifiques, comme par exemple
des lettres qui sont grosses, puis des lettres qui sont petites, donc on a une variation dans la hauteur relative des lettres. Voilà, des espaces qui sont pas forcément respectés, la linéarité qui est parfois incorrecte. Donc vraiment des aspects spatiaux assez spécifiques au TDC. Au niveau graphomoteur, il faut également ajouter voilà, l'impact attentionnel qui est important. Parce que chez les enfants qui ont un TDC, on verra qu'il y a aussi un trouble des fonctions exécutives qui est assez présent. En parallèle, j'envoie des liens pour ceux qui le demandent. Hop. On a aussi des déficits au contrôle moteur fin. Et voilà. Voilà, ça reprend vite fait les comorbidités. Vraiment, les troubles spécifiques du langage oral, ça dépend des études, mais il y en a énormément qui sont comorbides au TDC. Après, on retrouve les autres troubles des apprentissages. Au niveau des facteurs de risque, on en identifie quelques-uns. Ça va être notamment des facteurs environnementaux et des facteurs génétiques. Dans les facteurs environnementaux, on va retrouver une exposition prénatale à l'alcool. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut demander durant l'entretien préalable au bilan psychomoteur. Donc, est-ce qu'il y a eu une consommation répétée de substances psychoactives ou un trouble de l'usage de l'alcool? On va avoir aussi un faible poids de naissance et les naissances prématurées, qui sont des gros marqueurs, des gros facteurs de risque de développer un trouble neurodéveloppemental de manière générale, mais aussi surtout un trouble développemental de la coordination. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est recherché par le biais du carnet de santé, le poids, l'indice d'Apgar et le terme de la naissance. Puis le vécu de la grossesse, etc. en général. Et bien sûr, il y a des facteurs génétiques qui sont associés. Donc ça, vraiment, c'est pour dire qu'il y a une évolution terminologique qui s'est faite. Au tout début, on parlait de débilité motrice. De toute façon, si on regarde dans notre décret d'acte des psychomotriciens, qui est un peu poussiéreux, on parle encore de débilité motrice dedans. Donc, c'est vraiment des termes qui ont évolué petit à petit. Il y a eu débilité motrice, on parlait de maladresse, de dyspraxie de développement. Après, on est parti sur le DSM-4, où on parlait de troubles d'acquisition de la coordination. Et aujourd'hui, vraiment, dans le DSM-5, on parle de troubles développementaux de la coordination. Et la CIM-11, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, où on parle de troubles développementaux de la coordination motrice. Voilà, c'est un tout petit peu différent, à cause des guéguerres entre les différentes instances. Au niveau des critères diagnostiques, je trouve que c'est important parce que c'est ce qui va vraiment permettre de comprendre en fait, comment est diagnostiqué un TDC. Il y en a plusieurs. Le premier critère, c'est vraiment, grosso modo, pour dire que les habiletés motrices, elles sont vraiment chutées. Le TDC, ça concerne, en gros, on va retrouver deux choses. On va retrouver de la maladresse, beaucoup de maladresse, ou pas beaucoup, ça dépend, et de la lenteur. Donc, ce sont vraiment ces deux marqueurs, une maladresse et une lenteur d'exécution. Et on verra comment on vérifie ce critère. Il faudra évaluer l'enfant et évaluer réellement que l'enfant il a vraiment des difficultés en motricité. Donc ça, c'est vraiment un critère pour le diagnostic du DSM, du TDC. Le critère B, c'est vraiment pour dire que, en fait, il y a ces difficultés, mais qui sont vraiment présentes partout, donc qui interfèrent de manière significative avec les activités à la maison, à l'école, que ce soit un petit peu partout. Donc ça, c'est pareil, on verra comment on va rechercher ça. C'est le début des symptômes se situe durant la première enfance. Ça, c'est vraiment parce que c'est typiquement un trouble neurodéveloppemental, donc on va rechercher des éléments durant la période de l'enfance. Et enfin, D, c'est le diagnostic différentiel, donc il faut bien s'assurer, et ça sera via les différents bilans, et c'est pour ça que le diagnostic se fait en équipe pluridisciplinaire. On va s'assurer que l'enfant, ces troubles ne sont pas expliqués par une déficience intellectuelle, ne sont pas expliqués par un syndrome neurologique particulier, etc. Donc ça, c'est vraiment important, et ça replace en fait l'équipe pluridisciplinaire au cœur du diagnostic. Comment le critère A se vérifie? Donc, comment on peut vérifier de manière objective qu'un enfant ou qu'un adulte a des compétences motrices altérées? Bien sûr, via l'utilisation de tests. On verra lesquels sont recommandés. Je ne sais pas si je l'explique après, normalement, ou pas. Je l'explique après, donc on verra. Donc ça, c'est vraiment par le biais des tests.
qu'on peut s'assurer que l'enfant, l'adolescent, l'adulte a des difficultés motrices. Le critère B, on le verra, ce sera via les questionnaires et les entretiens familiaux. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment, lors de l'entretien anamnestique, retourner sur les éléments développementaux et retourner également sur, en fait, est-ce que les compétences, les difficultés motrices gênent à l'école, gênent à la maison, gênent au sport, etc. Et on verra. Ah. On a un micro. Je ne sais pas si je peux. Bon, c'est bon. Les engueulades, c'est pour après, s'il vous plaît. Donc, du coup, voilà, on a aussi des questionnaires qui sont recommandés, qui sont validés pour le TDC et pour vraiment valider ce critère. On verra qu'ils utilisent, mais globalement, ce sont les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les médecins. Le début des symptômes, tout simplement, ça c'est dans l'anamnèse. Savoir quand est-ce qu'on commençait les symptômes, quand est-ce qu'il y a eu des difficultés, tout simplement. Et le critère D, c'est vraiment via des examens complémentaires neurologiques, somatiques, des imageries quand on veut vraiment écarter un trouble neuro, et les bilans psycho et neuropsycho qui vont permettre d'écarter toute déficience intellectuelle. Les préconisations au niveau de l'INSERM, c'est attendre l'âge de 7 ans pour poser le diagnostic. Il y a une possibilité de diagnostic à 5 ans si les troubles sont très sévères, mais généralement, on attend vraiment l'âge de l'entrée en CP pour poser le diagnostic. Et normalement, l'INSERM préconise une pose de diagnostic en équipe pluridisciplinaire pour justement vraiment écarter le diagnostic et faciliter le diagnostic différentiel. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, on ne parle pas de dyspraxie tout court. C'est un terme qui existe encore beaucoup, notamment dans les associations, chez les professionnels qui parlent encore beaucoup de dyspraxie, mais la dyspraxie, c'est vraiment un symptôme. Parce qu'il y a différents types de dyspraxie. Je pense qu'on y arrive après, mais on parle vraiment de troubles développementaux de la coordination. Et si vous vous tenez vraiment en termes de dyspraxie, c'est dyspraxie de développement. Une apraxie, c'est quelque chose de complètement différent. C'est lié à une lésion cérébrale comme un AVC, comme un AVC, comme un accident ischémique transitoire ou un trauma crânien. C'est dans un autre cas. Hop, voilà. Dans le TDC, on peut retrouver différents types de dyspraxie. On n'a pas forcément toutes les dyspraxies et une dysgraphie très souvent, mais pas tout le temps, forcément. Ça, c'est les différents types de dyspraxie qu'on peut retrouver. Après, ça dépend des littératures, ça dépend des auteurs. Voilà. Grosso modo, dans le TDC, on va avoir un défaut d'automatisation des procédures motrices. Ça veut dire que les enfants, les adolescents, les adultes, enfin les personnes, les sujets TDC, ils vont avoir du mal à apprendre de nouvelles tâches, à apprendre de nouvelles coordinations motrices. Ça va prendre plus de temps et plus d'efforts qu'une personne de même sexe, de même âge. Et donc ça, c'est vraiment le reflet d'un défaut à automatiser de nouvelles procédures motrices. Donc, automatiser, on ne peut pas dire qu'une personne TDC ne peut pas automatiser une tâche. Ce n'est pas vrai. Elle peut le faire, mais par rapport à un enfant et une personne de même sexe, de même âge, ça va prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Merde. Ensuite, dans le TDC, aujourd'hui, il n'y a aucune, dans la littérature scientifique validée, il n'y a aucune typologie dans le TDC. Il n'y a aucun sous-type de TDC qui a été classé, soit dans le DSM, soit dans les autres instances, parce que en fait, c'est trop compliqué. Il y a une hétérogénéité qui est trop grande. Il y a beaucoup de profils TDC qui sont différents, et c'est ça qui rend compliqué de les classifier par type de TDC. Voilà. Il y a des études qui identifient différents types de clusters, donc différents types de TDC avec des sous-types idéomoteurs, des sous-types d'équilibre, des sous-types avec des difficultés visio-constructives, mais il n'y a pas de consensus au niveau international. Donc, pas de sous-type de TDC. Hop. On peut, voilà, faut aussi parler de toutes les difficultés visio-spatiales, on y reviendra, mais ça aussi, c'est quelque chose qui sera important à évaluer et à mettre appui au niveau du bilan psychomoteur, évaluer le domaine visio-spatial parce que c'est quelque chose qui est très souvent altéré chez les sujets TDC. Il y a aussi une plainte émotionnelle, notamment, on le voit avec la boucle TDC, baisse des capacités praxiques,
avec un mésestime de soi, et donc il y a une boucle qui va s'articuler, et ça peut occasionner des estimes de soi, et avec les comorbidités psychiatriques comme des troubles de l'humeur, notamment de dépression ou des troubles anxieux. Il y a aussi un risque augmenté d'obésité parce que justement, ce sont des personnes qui vont plutôt éviter les activités motrices, les activités sportives au regard de leurs difficultés. Et donc, on a un risque augmenté d'obésité et de troubles cardiovasculaires. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte et permettre aussi aux enfants TDC de trouver un sport où ils sont pas en difficulté, de leur permettre de réaliser une activité physique pour justement éviter ce risque d'obésité. Ça fait aussi partie du rôle du psychomotricien. Voilà, TDC, donc maladresse et de la lenteur, donc limitation de nouvelles expériences motrices et sociales. Le gamin, il est en galère, mais il va moins facilement aller vers des jeux et des sports pour pratiquer parce qu'il est complètement en galère. Donc du coup, il s'isole. Il y a des compétences sociales qui sont altérées aussi, altérées ou qui sont plus faibles parce qu'elles sont moins sollicitées. Des troubles anxieux et une mauvaise estime de soi. Différentes sphères qui sont impactées dans le TDC, une fonction d'exploration, de communication et fonction d'action. Dans la fonction d'exploration, les personnes qui ont un TDC, ils ont une faible discrimination proprioceptive et kinesthésique, qui sont dans les études, une mauvaise perception de la durée relative des sons dans leur durée, des difficultés sur le plan visio-constructif et des perturbations dans le transfert intermodal et un défaut de la prise en compte des informations haptiques. C'est le toucher. Au niveau de la fonction d'exploration, comme je vous disais, c'est extrêmement important d'aller checker un petit peu tout le domaine visio-spatial, notamment dans les habiletés visiomotrices. Vous savez, il y a différents items qui permettent de tests, qui permettent d'évaluer ça, notamment la précision visiomotrice dans la NEPSI, qui est un item qui permet en fait de voir c'est un tracé en loin tout petit, là. C'est un petit tracé où il faut rester au maximum à l'intérieur en allant le plus vite possible. Évaluer tout le domaine visio-constructif avec la figure de Rey, s'appuyer sur les bilans neuropsycho et psycho avec l'item des cubes, les cubes de la NEPSI, le test des bâtonnets, donc aller chercher les choses en 2D et en 3D. Les items des flèches, voilà, plusieurs items qui vont permettre justement d'explorer un petit peu les fonctions visospatiales. La fonction d'action, bien sûr, qui est altérée. Donc là, c'est tout au niveau de la coordination motrice. On ne va pas non plus tout détailler, mais on y reviendra après dans la thérapeutique. Et les fonctions de communication qui sont également altérées, notamment la communication non verbale. On sait que ce sont des enfants qui ont une difficulté à décoder le langage non verbal dans la communication non verbale. Donc, c'est quelque chose aussi qui est important d'aller un petit peu checker. Donc, du coup, s'ils ont une lecture de la communication non verbale inadaptée et qu'ils sont en plus, ils ont une communication non verbale plus pauvre, donc du coup, ça va là aussi altérer un peu plus la communication et la qualité de la communication avec leur père. Les mécanismes déficitaires dans le TDC, des coordinations rythmiques et de synchronisation qui sont altérés, des déficits dans les fonctions cognitives et les fonctions exécutives. Donc ça aussi, ça va être très important d'aller les checker aussi dans le bilan psychomoteur ou d'en prendre appui s'il y a eu un bilan neuropsycho. Des déficits de modélisation interne du mouvement, on le verra avec l'imagerie motrice, et un déficit du système des neurones miroirs. Après, on ne va pas tout faire, notamment au niveau des fonctions exécutives, il y a des fragilités attentionnelles, donc il faut aller s'intéresser aussi au domaine attentionnel. Donc déjà, les fonctions attentionnelles peuvent être altérées, mais si par exemple l'enfant a également une dysgraphie, il y a forte chance qu'un enfant TDC ait une dysgraphie associée, et à l'école ils disent oui, mais il n'arrive pas à se concentrer quand il fait l'écriture, il n'arrive pas à écouter en même temps la consigne qui est marquée au tableau, c'est normal, parce qu'en fait l'enfant il n'a pas automatisé la tâche graphomotrice. Et donc, du coup, quand on n'a pas automatisé une tâche, et bien justement, ça demande un coût attentionnel et cognitif tellement important qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois. En fait, on peut faire deux choses à la fois à partir du moment où une des compétences motrices qu'on fait est automatisée. Conduire en parlant, conduire en écoutant la radio, textoter et marcher, on peut le faire parce que justement, on a automatisé la marche. Si vous apprenez à conduire, ça va être hyper galère de parler en même temps ou d'écouter la radio. Vous serez trop concentré sur la conduite parce que la praxis de la conduite ne sera pas complètement automatisée. Donc l'orientation de l'attention qui est déficitaire.
Alors ça, après, c'est un diapo plus complet, il n'y a pas besoin. Hop. La mémoire de travail visio-spatiale qui est altérée. La modélisation interne, ça, grosso modo, ce sont des études où, en fait, c'est basé sur des études où, en fait, l'enfant devait attraper un cylindre ici, et la taille du cylindre variait. Et il y avait des capteurs, en fait, entre l'index et le pouce, et ils mesuraient, en fait, l'adaptation de l'amplitude pouce-index par rapport à la taille de l'objet que les enfants allaient prendre. Les enfants qui sont normotypiques, ils vont avoir un ajustement qui se fera plus facilement, c'est-à-dire ils vont écarter un peu plus si l'objet est gros, un peu moins si l'objet est plus petit, alors que les enfants de TDC, on verra que ce sera un petit peu plus difficile pour eux, ils n'arrivent pas à s'ajuster, donc ils ont un déficit de modélisation interne. Pareil au niveau, dans le test de jugement de la latéralité, savoir si c'est une main droite ou une main gauche, donc une modélisation interne en fait de quelle main c'est. Et de l'imagerie motrice, on y reviendra. Donc, le TDC, c'est vraiment un trouble plus cognitivo-moteur que moteur, parce que en fait, il y a vraiment des difficultés dans la phase exécutive du geste. On le verra, ce sont des enfants qui seront en difficulté pour essayer de décomposer une tâche. Quand on va leur dire, je sais pas, par exemple, de faire les lacets, faire le lit, etc., mais souvent les parents rapportent, oui, mais je suis obligé de lui expliquer petit à petit comment faire, parce que justement, l'enfant est en difficulté dans cette phase exécutive, c'est-à-dire planifier l'ensemble des étapes nécessaires à la réalisation de mon mouvement. Donc voilà, vu que c'est un trouble neurodéveloppemental, il y a des spécificités au niveau, donc on le voit sur le plan des IRM fonctionnels, il y a des spécificités au niveau des connexions interhémisphériques, au niveau des connexions synaptiques, comme dans l'ensemble des troubles neurodéveloppementaux. Chez l'adulte, il y a une évolution qui se fait. On va retrouver toujours une lenteur dans les coordinations motrices, beaucoup de variabilité des performances. Mais ça, on le retrouve aussi un petit peu chez les enfants. Ce sont des personnes qui vont dire, ah, mais des fois, tantôt, j'y arrive, des fois, il n'y arrive pas, en fait. Des fois, il arrive à faire ses lacets, des fois, il galère complètement. Il y a vraiment une variabilité des performances qui a soulevé et qui est vraiment un point d'appel, parce qu'on retrouve vraiment beaucoup chez le TDC. Difficulté de séquençage, donc ça, c'est vraiment planifier l'ensemble des étapes pour son mouvement. Et la double tâche, bien sûr, qui est difficile, toujours liée à l'automatisation d'une tâche. Qualité et vitesse graphomotrice altérée. Troubles et difficultés dans le domaine exécutif, toujours pareil, avec des rééducations qui sont recommandées, on en reviendra. Et c'est possible que des personnes qui avaient un TDC avant soient passées à l'AS entre les mailles du filet, il y en a beaucoup. Et donc, du coup, c'est des personnes qui ne savent pas qu'elles ont un trouble développemental de la coordination et qui peuvent être quand même impactées par ce dernier. Donc, le diagnostic existe aussi chez les adultes. Et aujourd'hui, voilà, peu de recherches sur les adolescents et les adultes qui présentent un TDC. Donc voilà, le TDC, ça nécessite une approche pluridisciplinaire en venant évaluer les différentes fonctions, donc visio-perceptives, visio-spatiales, visio-motrices, les coordinations motrices, l'écriture, les praxies, la communication verbale et les fonctions exécutives. C'est vraiment important qu'on retrouve ça dans l'examen psychomoteur. Et on verra après pour les différentes formes de soins. Hop, au niveau de la démarche diagnostique, bien sûr, on se base sur le DSM-5. Il est recommandé de poser un diagnostic en équipe pluridisciplinaire. La réalité sur le terrain, c'est pas souvent, c'est très rarement un médecin spécialisé dans la TND qui pose un diagnostic. C'est ce qui est recommandé, mais c'est très rarement le cas. Et il faut des rééducateurs spécialistes du développement moteur qui sont, selon l'INSERM, il y en a deux, c'est le psychomotricien et l'ergothérapeute. Je me suis trompé, il y a marqué psychologue, mais c'est ergothérapeute. Voilà, il y a deux personnes qui sont spécialistes dans le développement moteur, le psychomotricien et l'ergothérapeute. Donc, le diagnostic ne peut se faire qu'avec leur évaluation, leur bilan psychomoteur et le bilan ergothérapeutique. J'ai parlé d'avant les 5 ans. Et on verra les outils qui sont recommandés. Parce que, comme par exemple le Sharp at 12 chez les psychomotriciens, c'est un test qui
qui est hyper intéressant, mais qui malheureusement n'est pas assez sensible pour être valide et pour être recommandé sur le plan international. Voilà, ça, je reprends en fait ce que dit l'INSERM. Le groupe d'experts souligne que le diagnostic de TDC doit impliquer la contribution d'un spécialiste de la motricité, psychomotricien ou ergothérapeute, et un professionnel de santé, médecin formé aux troubles du développement, en charge des prescriptions, d'évaluation et visite diagnostique et de la coordination du parcours diagnostique. Le critère A, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment évaluer les capacités motrices et évaluer en fait de manière standardisée qu'elles sont déficitaires. Il y a un test qui s'en dégage, c'est le MABC, mais pas que. Il y a également, l'INSERM en propose plusieurs. Le MABC qui est recommandé. On a également le TGMD2, je ne sais plus si c'est celui-là exactement. Si quelqu'un connaît ce test, peut-être qu'il peut le dire dans la conversation. Et la NP-Mode, je ne sais pas, je sais plus pour la NP-Mode. Mais globalement, ça parle de ça un petit peu dans les recommandations INSERM. Au niveau du MABC, on va évaluer justement de façon standardisée les habilités motrices et confirmer ainsi le critère A. Voilà, s'il y a un rang percentile inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire une équivalence à -1 DS ou note standard de 7, il y a une validation du critère A, mais il est recommandé par l'INSERM que si le score total est égal au 16e rang percentile, on peut valider quand même ce critère que si le B, C et le D est validé. Voilà, c'est pour reprendre. Mais tout ça, en fait, vous l'avez sur le rapport de l'INSERM, qui est disponible sur Internet. Au niveau des habilités motrices qui interfèrent de manière significative dans l'environnement, donc validation de l'altération écologique des capacités motrices, on va le valider donc bien sûr durant l'entretien anamnestique, donc ça c'est évident, hein, pendant l'entretien avec les parents avant le bilan, on va demander si en fait l'enfant il est gêné à l'école, gêné dans le milieu sportif, s'il en fait, gêné un peu partout. Et à défaut, il y a des questionnaires qui sont recommandés. Donc, entretien familial, les questionnaires. Les questionnaires, c'est ces derniers. Le MABC2, donc activité de la vie quotidienne, je ne le connais pas. MABC2, il est recommandé moyennement parce qu'il n'est pas assez sensible, le questionnaire du MABC. Et celui qui est le plus recommandé, c'est le DCDQ, donc un questionnaire qui est disponible gratuitement sur Internet, libre de droit, où on y vient juste après, où en fait on va justement questionner l'impact des habilités motrices en milieu écologique. C'est celui-là, vous tapez DCDQ-FE sur Internet, vous allez tomber dessus. Et il y a le LDCDQ-FE, là c'est pour les 3 à 5 ans, qui est en cours de parution, je ne sais même pas s'il est sorti ou pas, et DCDQ, lui, qui est sorti et qui est validé et recommandé. Donc, c'est vraiment un questionnaire où il est très court, hein, il y a 15 items dedans, et on va demander à chaque fois en fait, si ça correspond à l'enfant, pas du tout, un peu, modérément, assez, tout à fait. Et en fonction d'un score, on a un cut-off qui permet de dire si oui ou non il y a un risque de TDC, et si oui ou non, bien sûr, il y a un impact au niveau écologique. Donc, bien sûr, toujours pareil, retourner sur les éléments développementaux de l'enfant, parce qu'il y a eu un impact durant la période développementale. Bien sûr, l'objectif du bilan, en fait, ce n'est pas vraiment de valider ou non le diagnostic, mais c'est aussi enrichir la description du trouble, savoir quels points spécifiquement sont déficitaires dans le TDC, parce qu'il y a des profils extrêmement variés, et bien sûr, d'en prendre appui dedans pour la thérapeutique, pour la rééducation associée. Ça, ce sont les évaluations complémentaires qui sont proposées. En fait, c'est lié avec ça, dans les capacités spatiales. En fait, tout le domaine visio-spatial, il y a ça qui est proposé chez Alvarez. C'est vraiment que les capacités spatiales, il y a un mode perceptif et un mode moteur. Dans le mode perceptif, c'est vraiment tout ce qui est au niveau de la lecture. Il y a le visio-perceptif et le visio-spatial. Le visio-perceptif, c'est vraiment pour un petit peu décrire qu'est-ce qui
Qu'est-ce que c'est? Identifier l'objet, identifier tout ça. Et visuospatial, c'est vraiment identifier l'orientation, l'agencement, comment c'est un peu organisé. Alors qu'au niveau moteur, c'est vraiment l'agissement. Au niveau visio-constructif, c'est par exemple tout ce qui est associé à un ensemble d'éléments pour arriver à un tout. Enfin, voilà. Et ces différents domaines vont pouvoir être évalués par le biais de différents tests. Donc là, il y a un exemple de différents tests qui peuvent être utilisés, notamment dans la NEPSI, où il y a quand même une batterie assez intéressante pour l'évaluation des fonctions visuospatiales et d'autres tests qu'on possède, notamment également au niveau des fonctions exécutives. On a pas mal de tests psychomoteurs au niveau du LABI 512, le test d'appareillement d'image, le test de Stroop, et d'autres tests, même qui sont faits par le psychomotricien, la tour de Londres, le D2 pour l'attention concentrée, etc. Ça, c'est la précision visiomotrice de la NEPSI. Le Purdue Pegboard, je ne l'ai pas, mais c'est un test qui peut être assez intéressant au niveau de la dextérité digitale, qui est aussi standardisé pour l'âge adulte. Donc ça, c'est intéressant. L'évaluation du tapping de la NEPSI pour évaluer la programmation motrice, la rapidité d'exécution motrice distale et la dextérité digitale. Des tests d'imitation de position des mains, etc. Donc plein de tests sur la tour de Londres, les cubes de la NEPSI, le D2, etc. Vite fait, on va un tout petit peu aborder, et rapidement, parce que ça fait déjà... ça fait combien de temps là, déjà? On a le temps. J'ai pas le temps, mais on va un tout petit peu faire la partie rééducative, c'est-à-dire quelles sont les méthodes qui sont recommandées aujourd'hui. Alors, comment on fait déjà? Alors, en fait, dans la rééducation du TDC, il faut bien distinguer deux choses. Il y a deux types d'approches rééducatives. Il y a ce qu'on appelle des approches qui sont orientées sur les déficits ou les processus, ce qu'on appelle les approches bottom-up. Là, ce sont vraiment des approches thérapeutiques qui visent à rétablir un peu les fonctions qui sont altérées dans le TDC. Bottom-up parce qu'en fait, ça part du postulat qu'en travaillant les mécanismes de bas niveau, sensorimotricité, kinesthésie, proprioception, mais on part du postulat que ça va impacter les fonctions de haut niveau, à savoir les habiletés motrices, qui pourront, par ricochet, voilà, s'améliorer. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas montré suffisamment de preuves aujourd'hui, même si elles sont encore régulièrement utilisées par les rééducateurs. Hein. Selon les études, voilà, il n'y a pas un appui assez fort de ces méthodes. A contrario, on a d'autres possibilités de rééducation qui sont les approches orientées sur l'activité, c'est-à-dire vraiment sur la tâche. On appelle ces approches des approches top-down. Donc, ce sont des approches qui sont centrées sur l'enfant afin de le rendre vraiment directement acteur et lui permettre d'atteindre un but pour favoriser l'activité qu'on a choisie. On va en voir trois très très rapidement. Il y a la coop, la NTT et l'imagerie motrice. La coop, c'est une méthode de rééducation canadienne qui est en accord avec la théorie de l'apprentissage moteur. L'apprentissage moteur, pour en parler vite fait, c'est une approche où en fait, on distingue trois phases, une phase débutant, une phase intermédiaire et une phase d'expert. Dans la phase débutant, c'est vraiment une phase où on va vraiment voir l'enfant, l'adolescent, l'adulte va apprendre une nouvelle tâche. Il va vraiment essayer d'apprendre comment ça marche. Par exemple, si vous apprenez à jongler, vous allez vraiment dire, ah oui, ok, on fait comme ça, il faut lancer la balle, il faut rattraper là. C'est vraiment la phase débutant, on va chercher les enjeux et le pattern moteur de base. La phase intermédiaire, on va commencer un petit peu à automatiser nos mouvements, à l'enrichir, mais ça manque encore un petit peu de fluidité. La phase expert, c'est vraiment l'automatisation et le dégagement des processus attentionnels, donc on peut faire deux choses à la fois. La coop, c'est une méthode rééducative qui est basée sur un certain nombre de séances. C'est parti du Canada par les occupational thérapistes, et c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui est validée scientifiquement, qui est recommandée par l'INSERM, où on va justement travailler sur des tâches. Elle est recommandée en l'absence de comorbidité avec la déficience intellectuelle,
parce qu'il y a vraiment un travail au niveau exécutif. On va apprendre à séquencer vraiment une tâche, en décomposant les différentes phases du mouvement et apprendre à l'enfant à les enchaîner. Donc, on travaille beaucoup dans ça avec le langage interne, c'est-à-dire la notion de soliloque. L'enfant ou l'adolescent ou l'adulte va essayer de se parler lui-même pour justement l'aider à avoir une phase exécutive plus simplifiée. Donc, le langage interne, il agit vraiment comme un médiateur cognitif. On va travailler sur des objectifs précis. Donc, avec l'enfant, on va être choisi des différents objectifs. OK, on va apprendre à mieux découper, apprendre à attraper le ballon, apprendre à cibler 2-3 objectifs. Donc, c'est vraiment ciblé sur la tâche. Et voilà. Et ça répond également à des stratégies cognitives différentes dans cette méthode. Donc, c'est vraiment, il faut retenir ce que c'est la coop, c'est une méthode où on va travailler de manière sur les habiletés motrices à la tâche, avec des objectifs ciblés, et on va vraiment apprendre à décomposer un mouvement et amener l'enfant avec une guidance ouverte, amener à trouver l'enfant lui-même ses propres stratégies pour réussir le mouvement. Voilà, c'est vraiment l'aider dans ça. Ouais, une image que je trouve qui résume assez bien, en fait, on décompose un mouvement, c'est comme un moteur, on le décompose complètement pour que l'enfant arrive séquence par séquence, à réaliser le mouvement. La NTT, ce qu'on appelle l'entraînement neuromoteur à la tâche, c'est une méthode rééducative suisse ou belgique, je ne me souviens plus, qui est validée dans le cadre de la rééducation du TDC, Pays-Bas, voilà. C'est pas suisse ou... Ah ouais. C'est une approche qui est centrée sur la tâche. Toujours pareil, on va travailler sur des objectifs assez précis. C'est là aussi basé sur le principe de l'apprentissage moteur et c'est recommandé pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle présente. C'est-à-dire que dans la NTT, on va vraiment, ce qui est très important à comprendre, c'est que les auteurs pour la NTT, et là je renvoie à une vidéo qu'a fait Emmanuel Madieu sur la NTT sur Octopus, qui je vous conseille vraiment de regarder parce qu'elle est hyper intéressante et hyper complète. Il en parlera beaucoup mieux que moi. Les auteurs se sont vraiment posés 3 questions. Comment on contrôle nos gestes? Comment on apprend de nouveaux gestes? Et comment on peut enseigner les gestes? Donc, c'est vraiment basé sur la question du programme moteur. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire à une praxis? Je ne sais pas, par exemple, attraper le ballon. Dans le programme moteur, il faut absolument que l'enfant regarde le ballon, qu'il écarte les mains, qu'il referme les mains au bon moment, qu'il suive du regard la balle, etc. Donc, ça, ce sont vraiment des choses qu'on va vérifier si l'enfant a ce programme moteur, a ces éléments pour réaliser cette tâche. Et on va jouer aussi beaucoup sur la paramétrisation. C'est-à-dire qu'en fonction de la durée, en fonction de si je jette la balle haut, si je jette la balle loin, etc., et bien sûr, le programme moteur doit s'adapter par rapport à ça. Et donc, du coup, on va vraiment voir si l'enfant a ces différents éléments pour réaliser le mouvement. On va également jouer beaucoup sur les contraintes. Donc, on va changer les contraintes pour que l'enfant réussisse la tâche. Et on est vraiment dans cette méthode. Là aussi, on va choisir des objectifs exactement pareil que la coop. Et surtout, on va analyser la tâche. C'est-à-dire, par exemple, si l'enfant dit je veux, après, des fois, on discute avec les parents, c'est un compromis. Moi, je veux apprendre à bien attraper la balle pour pouvoir jouer avec mes copains. Ça va être un objectif de rééducation de psychomotricité. Et pour ça, le thérapeute, le psychomotricien ou l'ergothérapeute, s'il utilise cette méthode, va vraiment analyser la tâche. Il va vraiment regarder, pour attraper le ballon, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut absolument. Donc, par exemple, pour attraper un ballon, il faut absolument orienter son corps vers la balle, poursuivre du regard la balle, préparer ses mains avec la bonne forme des mains au ballon. Si c'est un gros ballon, il faut écarter un peu plus, etc. Accompagner la chute de la balle, anticiper un éventuel rebond, attendre le bon moment, donc avoir un bon timing, etc. Donc, il va vraiment lister tout ça pour ensuite aller évaluer l'enfant sur cette tâche spécifique. Donc, à une séance, il va lancer plusieurs fois le ballon à l'enfant et il va l'observer. Il va regarder si tous les éléments importants de la tâche qu'il a noté avant, regarder le ballon, orienter son corps, sont présents ou non, pour ensuite travailler dessus, répéter la tâche. Donc, c'est vraiment un travail à la tâche pour que l'enfant puisse réussir.
Voilà, grosso modo, un petit peu sur quoi s'appuie cette méthode thérapeutique, avec des principes, bien sûr, sur l'enseignement moteur qui sont recommandés pour faciliter l'apprentissage de nouvelles tâches. Et enfin, l'imagerie motrice. L'imagerie motrice, c'est grosso modo une technique qui est également recommandée par l'INSERM, qui est très intéressante. Ça se base sur la capacité l'imagerie motrice, en fait, c'est la capacité à s'imaginer soi-même faire un mouvement. Donc, c'est par exemple quand on ferme les yeux, on se dit, ben, je vais imaginer prendre mon stylo qui est sur la table et le ramener dans ma poche, mais sans bouger. Voilà, c'est vraiment important. C'est parti, en fait, de base des sportifs. Ça a été utilisé chez les sportifs parce qu'on s'est rendu compte que ça améliore les performances motrices d'un sportif. C'est utilisé également dans la musique. Il y a des études qui ont été faites, des personnes par exemple on y reviendra après, mais ça aide en fait dans l'apprentissage de la musique. Et ensuite, ça a été implémenté dans des méthodes rééducatives dans le champ du handicap et aussi dans le cadre du TDC. C'est très lié, bien sûr, à l'activité des neurones miroirs. Voilà. L'imagerie motrice, pour essayer de comprendre un peu ce que c'est, ça a 4 propriétés. L'invariance temporelle, tout simplement, c'est que le fait de s'imaginer faire un mouvement, ça prend exactement le même temps que faire un mouvement. Ça, c'est hyper important. L'activité cérébrale partagée, si on fait une IRM de quelqu'un qui fait un mouvement et l'IRM de quelqu'un qui s'imagine faire ce même mouvement, on va avoir les mêmes zones cérébrales qui sont activées. L'activation du système nerveux autonome est sollicitée lors de l'imagerie motrice. Donc, quelqu'un qui s'imagine en train de courir, eh bien, on va avoir une accélération du système cardiovasculaire. Et enfin, c'est une participation à la neuroplasticité. Donc là, par exemple, c'est l'imagerie de quelqu'un qui fait un mouvement de tapping. Donc, à gauche, on a quelqu'un qui fait vraiment le tapping. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Sur les bourses principales, le Giro, le pouvoir. Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAFPRO. MAFPRO, c'est 93% des clients satisfaits de leur conseiller professionnel. Hop. C'est pas grave, tant que ça bug, on va voir ici. C'est quelqu'un voilà, qui s'imagine en train de courir. On va voir que ça active en fait, il y a une accélération du rythme cardiaque qui s'observe. Bon, le truc à planter. On va essayer de le quitter et de le remettre. Sinon, on peut continuer. Voilà. Après, donc, du coup, pour évaluer si l'enfant est compétent dans l'imagerie motrice, on a différentes manières de l'évaluer. On peut s'appuyer sur le principe de l'invariance temporelle. Tout simplement, on a par exemple on a un carré ici et plusieurs ronds ici. On va demander à l'enfant, sur une feuille, avec son doigt d'appuyer sur le rond en bas, ici, en bas, en haut, et faire ça. Et on va le chronométrer. Puis ensuite, on va lui demander de s'imaginer le faire. Et on le chronomètre, il nous dit qu'on a terminé. Et on va comparer le temps qu'il a fait en le faisant réellement et le temps qu'il a fait avec l'imagerie motrice, donc en s'imaginant dans sa tête. Et s'il y a concordance, c'est qu'il y a vraiment une capacité d'imagerie motrice qui est performante, du moins qui est existante. On peut s'appuyer également sur des questionnaires d'imagerie motrice. On va demander à l'enfant d'imaginer un mouvement. Est-ce que, après, dans le questionnaire, est-ce que l'enfant a correctement réussi à imaginer le mouvement? Est-ce que c'était difficile ou pas? Et on a aussi des tests d'imagerie motrice. Donc, ça s'appelle le TIMI. Mais j'arrive pas, j'ai le truc qui plante en fait. Hop, je ne sais pas comment le... Bon, il a décidé de ne plus fonctionner, mais c'est vraiment voilà, des tests où en fait on a des mains qui vont apparaître et l'enfant va devoir dire, sans bouger ses mains et en mettant les mains sous sa table, si en fait c'est une main droite ou est-ce que c'est une main gauche. Voilà. Et en fonction de ce score, en fait, ça permet de voir si l'enfant arrive à faire une rotation mentale dans la tête, arrive à s'imaginer tourner sa main pour voir est-ce que c'est la main droite ou est-ce que c'est la main gauche. On va s'appuyer un petit peu sur ça. Alors, j'arrive pas à le faire marcher, le truc. Comment je peux faire? Forcer à quitter.
Ah, et on relance. Ah, on est toujours une vingtaine, c'est pas mal ça. Alors, on va quasiment terminer. Là, on arrive sur la fin. On relance le diapo. Ah, c'est ce que je vous parlais. Hop. Là, voilà, ça c'était vraiment une. Voilà, c'est ça que je vous montrais. Voilà, là, il y a un IRM de quelqu'un qui fait le mouvement de tapping. Et là, c'est quelqu'un qui s'imagine. Donc, on voit qu'il y a une activation similaire en fait, des zones cérébrales. La seule différence peut se faire dans l'intensité du signal électrique. Ici, c'est quelqu'un qui apprend une gamme de piano, qui le fait réellement. Et ici, c'est quelqu'un qui l'apprend, mais en fait, de manière en imagerie motrice. Voilà, donc il ne touche pas un piano celui-là. Et en IRM, on voit que les zones cérébrales grossissent, les zones cérébrales qui gèrent en fait la partie motrice de cette gamme de piano, en fait, grossissent les deux, qu'on les pratiquait réellement ou qu'on les imaginait. La chronométrie, donc ce que je vous disais, comparer le temps de réalisation réelle et le temps d'imagerie motrice. Le test d'imagerie motrice qu'on appelle le TIMI, donc il y en a un TIMI 1, il y a un TIMI 2, c'est vraiment voilà, des séquences, enfin, des mains qui apparaissent, et l'enfant doit dire si c'est une main droite ou une main gauche. Il y a ce lien, alors ce test, il peut se faire directement sur Internet, donc ça peut se faire directement de manière informatisée, c'est hyper intéressant, je vous invite à faire une capture d'écran de ça, après je peux faire copier le lien. Les capacités d'imagerie motrice, en fait, elles augmentent et elles stagnent à partir entre 14 et 19 ans. On considère que les capacités à s'imaginer faire un mouvement, donc les capacités d'imagerie motrice, elles sont matures à partir de cet âge-là. Et vraiment, l'imagerie motrice, c'est basé toujours pareil, comme les autres méthodes, avec un choix d'activité. Donc, par exemple, l'enfant, pareil, il va dire je veux apprendre à attraper une balle, je veux apprendre à sauter par-dessus un obstacle, je veux apprendre à mieux écrire, je vais apprendre à mieux faire mes L. C'est vraiment des choses assez ciblées. Un questionnaire pour évaluer en fait, la tâche, comment le degré de sévérité, le degré de réalisation, de la capacité que l'enfant a à faire la tâche, la motivation, etc. Ça faudrait une vidéo pour vous montrer. Il y a un temps de relaxation dans le protocole. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Et ce n'est pas du tout à négliger parce que c'est vraiment important dans le cadre de ce protocole. Il y a une phase d'observation vidéo d'un modèle opérant où on va en fait regarder des vidéos d'une personne filmée en fait, c'est filmé à la première personne. Donc, j'ai un stock de vidéos en fait où je me filme, moi, à la première personne, réaliser des lettres, des mouvements, parce qu'on va le montrer à l'enfant. Et l'enfant, il va vraiment être il va être plongé en fait, dans la vidéo, dans la personne, et il va observer en fait comment fait la personne. Ensuite, l'enfant va être dans de l'imagerie motrice, donc il va imaginer une personne réaliser le mouvement, puis s'imaginer lui-même réaliser le mouvement, mais toujours pareil, sans bouger les mains, pour s'assurer que la personne réalise correctement, s'imagine correctement, pour lui demander de décrire le mouvement, parce que si l'enfant ferme les yeux toute la séance et en fait il dort, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'il s'imagine faire le mouvement, et on peut lui demander, vas-y, décris-moi. En fait, il va dire souvent, par exemple, dans la rééducation d'écriture, je monte, je tourne, je fais le L, je descends, ok, je fais le A, je fais la boucle vers la gauche, je remonte. Enfin voilà, il décrit le mouvement pour s'assurer qu'il fait réellement le mouvement. Et ensuite, on le fait pratiquer réellement le mouvement, on le fait faire vraiment le mouvement, et ensuite, on alterne entre l'imagerie motrice et la pratique réelle. C'est un protocole qui est adaptable à l'écriture et qui donne des résultats vraiment intéressants. Ça, c'est l'exemple de personne qui se filme la première personne. Et donc, c'est validé. Donc, ça améliore surtout au niveau de la fluidité du geste. Après, c'était des cas cliniques d'une personne qui a réalisé un protocole d'imagerie motrice sur plusieurs séances. Et donc, on voit vraiment qu'en fait, il y a une amélioration de la fluidité de l'écriture, avec une écriture plus harmonieuse et des paramètres graphomoteurs qui sont nettement améliorés.
Après, ça dépend des enfants, ça dépend de leur profil, qu'est-ce qu'on va leur proposer comme méthode. Moi, je fais toujours en fonction de l'enfant et je lui propose une méthode qui est le mieux. Donc, il y a des enfants avec qui l'imagerie motrice, ça peut être pas pertinent non plus. Voilà. Si vous avez des questions pour clôturer un petit peu ce diapo, soyez pas timide. Moi, j'ai une question, évidemment. C'est Pierrick, ça. Tu parlais un peu du top-down, bottom-up, etc. Je sais qu'aux États-Unis, ils font des. Nous, on ne le fait pas, mais ils font des diagnostics de particularités sensorielles en tant que telles. Et que dans leurs études, ils montrent un petit peu qu'il y a beaucoup de comorbidité entre les particularités sensorielles et le TDC. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle aussi des fois d'aller voir au niveau sensoriel s'il n'y a pas des défauts d'intégration au niveau vestibulaire, proprioceptif ou tactile chez ces enfants-là qui perturbent un peu les coordinations? Eh ben, c'est assez compliqué à répondre parce que déjà, c'est vrai que je ne l'explore pas forcément sur les particularités sensorielles. Par exemple, je ne suis pas passé de profil de dune quand il n'y a pas vraiment de point d'appel majeur. J'ai des enfants qui avaient un TDC, mais un TSA associé, donc je pense que ça biaise un petit peu le truc. Mais à vrai dire, non, ce n'est pas quelque chose que je vais vraiment explorer, que je n'ai pas trop observé. Non, je sais pas quelque chose que j'ai forcément observé. Je sais pas si les autres ont déjà eu des enfants avec un TDC et des particularités sensorielles. Ok, merci. De rien, Péric. Quelle formation avez-vous fait sur les différentes méthodes? Eh ben, j'ai fait celle qui est proposée par Toulouse. Donc, il faut aller sur leur site si vous êtes intéressé. Attends, je vais essayer de la retrouver. Je quitte ça. Il faut aller sur l'Université de médecine de Toulouse. Et je vous passe après une petite biblio. Voilà, il faut aller sur ce site, il faut aller dans les formations, pour la retrouver. Allez, on va aller au bout du truc, c'est en formation continue. Formation continue. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est pas ça. Il est assez galère leur truc à avoir des signes de mobilité, formation continue. Il est quelque part par là. Faut le chercher. Psychomotricité. Pam pam pam. Et si je tape psychomotricité? Euh, 21. Je pense que ça regroupe tous les. Ouais, ça regroupe tous les. En fait, ils sortent des fiches comme ça, mais il faut les trouver sur leur site ou sinon les appeler directement. Ils sortent des fiches avec des dates des formations, notamment celle, donc ça c'est le bilan, notamment celle qui est rééducation psychomotrice du trouble développemental de la coordination. C'est celui-là. Après, bon, il faut qu'ils actualisent les dates, mais je pense qu'ils l'ont actualisé pour cette année. Et là, ils vous proposent en fait les différentes méthodes, à savoir la NTT, la coop et l'imagerie motrice. Voilà. Il vous montre comme message. Je regarde, je ne sais plus où est la conversation de message, je les promets. Ah, de rien. Au niveau de la biblio,
Bien sûr, je vous conseille celle de l'INSERM, donc à taper INSERM synthèse TDC, mais il y en a aussi une qui est super. C'est sur le pédiatre. Vous tapez voilà, TDC le pédiatre, Occitadis, là c'est le site, et c'est quelque chose qui est très très bien fait, où c'est des psychomotriciens, des ergothérapeutes et des pédiatres qui traitent du TDC, de l'approche d'évaluation, l'approche diagnostique et la rééducation, notamment au niveau des 3 méthodes que je vous ai parlé. C'est extrêmement bien expliqué, donc prenez-en vraiment appui. Les 3 méthodes, la coop, la NTT et l'imagerie motrice. Voilà. Après, il y a aussi la vidéo disponible d'Emmanuel Madieu sur la NTT. Il y en a une prochaine qui va se faire sur Opus Formation. Il y en a une prochaine qui va se faire sur l'imagerie motrice, où c'est Puginare qui va traiter le sujet. Donc voilà, ben, tiens, elle est là. Une référence quand même dans ce domaine. Donc, voilà, je vous conseille vraiment d'aller la checker, cette vidéo. De révisionner ce Zoom. Ouais, normalement, ça enregistre là. J'espère. Et normalement, si j'arrive à l'enregistrer, ouais, je le mettrai. Alors, où le mettre, j'en sais rien du tout. Peut-être sur YouTube, parce que j'ai pas de page Facebook sur le groupe. Mais j'essaierai, ouais. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions avant qu'on clôture le dossier. Putain, je galère sur le truc au Zoom. Bon, ben voilà, si vous n'avez pas d'autres, merci à vous tous d'avoir participé. Voilà, toujours dans l'objectif de partager, d'informer, parce que enfin, voilà, moi, par le biais des formations, de rien à tout le monde, par le biais des formations, on m'a appris ça et je trouve que c'est hyper important que les psychomotriciens puissent y accéder, puissent avoir accès à des formations, à des méthodes rééducatives qui sont recommandées et qui sont efficaces, qui apportent un niveau de preuve, dans le cadre de l'evidence-based medicine, qui apporte un niveau de preuve suffisant pour proposer ça aux patients, mais toujours également en parallèle avec toujours l'approche, la lecture psychomotrice qui doit rester clinique également et qui est extrêmement important. Certains vous le diront, notamment empirique. Voilà, allez, ben je clôture le truc et puis je vous souhaite une bonne soirée. Salut!